Je sentais que quelque chose n'allait pas chez moi, alors j'ai fait semblant de partir en voyage pour rendre visite à ma sœur. Pendant que j'observais de loin, une voisine âgée m'a touché l'épaule et m'a dit « Attendez jusqu'à minuit. Vous verrez tout ». Quand l'horloge a sonné minuit, j'ai eu le souffle coupé en voyant la scène. La maison semblait différente, ce mardi matin-là. Je ne saurais expliquer comment je le savais, juste que quelque chose dans l'air avait changé. Les objets n'étaient pas tout à fait là où je les avais laissés. Une tasse de café traînait sur le comptoir, au lieu d'être dans le lave-vaisselle. La serviette de bain était suspendue de travers sur sa barre. De petites choses, qui me trottaient dans un coin de la tête. Mon mari, Jason, agissait étrangement depuis des semaines. Il était devenu protecteur avec son téléphone, l'inclinant loin de moi chaque fois que je passais. Les conversations s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans une pièce. Il a commencé à se porter volontaire plus fréquemment pour le service de nuit à l'hôpital, même s'il avait toujours détesté travailler de nuit en tant qu'infirmier. J'ai trouvé un reçu dans la poche de sa veste, 3 jours avant que tout ne s'effondre, des fleurs d'une boutique de luxe du centre-ville. Je n'ai jamais reçu de fleurs. Quand j'ai mentionné nonchalamment à quel point les roses étaient belles, espérant qu'il commettrait une erreur et ferait référence à l'achat, il a simplement hoché la tête d'un air absent et m'a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. C'est à ce moment-là que le plan a pris forme. Ma sœur, Amanda, vivait à 6 heures de route, à Portland. Je l'ai appelée ce soir-là, pendant que Jason était sous la douche, lui expliquant tout à voix basse et rapidement. Elle n'a pas hésité. « Viens quand tu en as besoin », a-t-elle dit. Ou fait semblant de venir. Tout ce qui peut t'aider à découvrir la vérité. Le lendemain matin, j'ai annoncé mon voyage. Amanda traverse une mauvaise passe avec sa nouvelle entreprise. Je vais rester avec elle pendant une semaine, pour l'aider à s'organiser. J'ai observé attentivement le visage de Jason. Un soulagement a inondé ses traits si rapidement qu'il n'a pas pu le dissimuler. C'est super, ma chérie. Tu ne l'as pas vu depuis des mois. Sa voix était trop enjouée, trop enthousiaste. Quand est-ce que tu pars? Demain matin, à la 1re heure. Cette nuit-là, il a été plus affectueux qu'il ne l'avait été depuis des mois. La culpabilité, ai-je réalisé. Il planifiait déjà tout ce qu'il attendait de faire. Je suis resté éveillé à côté de lui pendant des heures après qu'il se soit endormi, étudiant son visage dans l'obscurité. Cet homme à qui j'avais promis ma vie, qui m'avait soutenu lors des funérailles de mon père, qui avait promis de construire un avenir avec moi. Depuis combien de temps mentait-il? Combien de fois m'avait-il regardé dans les yeux, en mentant sans effort sur où il avait été, ce qu'il avait fait? Le lendemain matin semblait surréaliste. J'ai accompli les gestes du départ comme une actrice dans une pièce de théâtre, j'ai préparé le petit déjeuner, embrassé Jason pour lui dire au revoir, et chargé ma valise dans le coffre de ma Honda Civic. Il se tenait sur le seuil, me faisant signe de la main alors que je quittais l'allée, et je pouvais voir l'excitation à peine contenue dans sa posture. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai conduit jusqu'au parking du supermarché et je suis resté assise là pendant 20 minutes, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Et si je me trompais? Et s'il y avait une explication innocente à tout cela? Mais au fond de moi, je savais. L'intuition féminine n'est ni mystique ni surnaturelle, c'est la reconnaissance de schémas. C'est le fait de remarquer un millier de petites incohérences, que votre esprit conscient n'enregistre pas tout à fait, mais que votre subconscient catalogue méticuleusement. J'avais ignoré ces signaux pendant des mois, peut-être plus longtemps. Je n'ai pas conduit jusqu'à Portland. J'ai conduit à 3 rues de là et je me suis garé derrière le supermarché, là où ma voiture ne serait pas reconnue. Puis je suis revenu à pied à travers le quartier, en restant dans les rues bordées d'arbres où les ombres offraient une couverture. La marche m'a donné le temps de réfléchir, le temps de me souvenir de tous les moments que j'avais écartés comme de la paranoïa. Il y a 3 mois, j'étais rentré plus tôt du travail avec une migraine et j'avais trouvé Jason en train de fermer précipitamment son ordinateur portable. Il avait dit qu'il regardait des résumés sportifs, mais le reflet dans ses lunettes montrait un document, pas une vidéo. Il y a 2 mois, j'avais trouvé un débit sur notre carte de crédit pour un restaurant où je n'étais jamais allé. Jason a prétendu que c'était un déjeuner d'adieu pour un collègue, mais quand j'ai demandé de quel collègue il s'agissait lors d'une fête quelques semaines plus tard, il a bredouillé le nom avant de changer de sujet. Le mois dernier, j'avais remarqué que mon classeur n'était pas tout à fait bien fermé. La serrure n'était pas endommagée, mais les dossiers étaient légèrement en désordre.
J'avais pensé que je l'avais peut-être laissé comme ça moi-même pendant la période des impôts. Maintenant, je me demandais qui d'autre y avait eu accès. Notre maison se trouvait sur Maple Street, une rue de banlieue tranquille où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. J'avais grandi ici, j'avais hérité de la maison de ma grand-mère il y a 5 ans, à sa mort. Jason et moi étions mariés depuis 8 ans, ensemble depuis 10. Je pensais le connaître. Grand-mère Hélène avait été une force de la nature. Elle m'avait élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture, quand j'avais 12 ans. Mon père avait été son unique enfant, et elle avait assumé le rôle de tutrice sans hésitation. Elle m'a appris l'indépendance financière, l'importance de garder mes propres comptes, de ne jamais être complètement dépendante de quelqu'un. L'amour est beau, m'a-t-elle dit le jour de mon mariage, mais l'argent est pratique. Garde ce qui est à toi séparément, juste au cas où. Je n'avais pas écouté. Jason avait semblé si digne de confiance, si fiable. Nous avions tout mis en commun après le mariage, compte joint, carte de crédit conjointe. Il m'avait même convaincu de le faire co-signataire de mes comptes d'investissement par commodité, disant que ce serait plus facile si quelque chose m'arrivait, s'il avait besoin d'accéder au fonds en cas d'urgence. Mon Dieu, j'avais été naïve. Madame Patterson vivait de l'autre côté de la rue, une veuve d'environ 70 ans, qui était notre voisine depuis mon enfance. Elle s'occupait de ses rosiers quand je me suis approché, me cachant derrière la haute qui séparait sa propriété du trottoir. Joyce, dit-elle doucement, sans surprise. Je me demandais si vous alliez finir par comprendre. Mon sang se glaça. Vous savez quelque chose. Elle jeta un coup d'œil à ma maison, puis de nouveau à moi. Sa main ridée se tendit et serra mon épaule. Attendez jusqu'à minuit. Vous verrez tout. Ses yeux exprimaient une tristesse qui me fit mal à l'estomac. Je suis désolé, ma chérie. Je voulais vous le dire, mais je devais être certaine. Certaine de quoi? Elle secoua simplement la tête. Minuit. Je regarderai depuis ma fenêtre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte est ouverte. La journée s'est étirée, interminable. Je suis resté assise dans le salon de Madame Patterson, caché derrière ses rideaux de dentelle, observant ma propre maison comme si c'était une cible de surveillance. Jason est parti pour son service à 19h, comme il me l'avait dit. Le service de nuit commençait à 19h30. La maison était vide et innocente sous le soleil d'automne couchant. Madame Patterson m'a apporté le dîner vers 18h, une soupe et des craquelins que j'ai à peine pu goûter. Elle n'a pas posé de questions, n'a pas insisté pour avoir des détails. Elle s'est juste assise avec moi dans un silence complice, jetant de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre. Depuis combien de temps savez-vous, ai-je finalement demandé. Elle posa sa tasse de thé avec précaution. J'ai commencé à remarquer des choses il y a environ 6 semaines. La voiture de cette femme dans votre allée pendant que vous étiez au travail. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une de vos amies, quelqu'un que je n'avais pas rencontré. Mais ensuite, j'ai vu la façon dont Jason l'accueillait à la porte. Elle fit une pause, son visage ridé et troublé. Mon Harold m'a trompé il y a 40 ans. Je sais reconnaître ce langage corporel particulier. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? M'auriez-vous cru? Elle me regarda droit dans les yeux. Une vieille veuve amère qui porte des accusations contre votre mari aimant. Vous auriez pensé que j'étais confuse, ou jalouse, ou que j'essayais de causer des problèmes. J'avais besoin que vous le voyiez par vous-même. Et je devais être certaine qu'il n'y avait pas une explication innocente que je manquais. Elle avait raison. Si elle était venue me voir un mois plus tôt en prétendant que Jason avait une liaison, je l'aurais défendu, j'aurais trouvé des excuses, je me serais convaincu qu'elle se trompait. Mais il y a plus que la liaison, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Vous avez dit d'attendre jusqu'à minuit. Vous saviez que quelque chose d'autre se passait. Madame Patterson hocha lentement la tête. Il y a 2 semaines, je n'arrivais pas à dormir. L'insomnie, vous savez ce que c'est à mon âge. J'étais assise près de ma fenêtre vers 1h du matin et j'ai vu un homme entrer chez vous. Pas Jason, quelqu'un d'autre. Il est resté à l'intérieur plus d'1 heure. Quand il est sorti, il portait une mallette qu'il n'avait pas en entrant. Mon sang se glaça. À quoi ressemblait-il? Grand, cheveux noirs, la trentaine, peut-être? Il conduisait un SUV noir. Elle hésita. Je l'ai revu la semaine dernière. La même chose.
Et les 2 fois, la voiture de Jason était dans le garage. Il laissait cet homme entrer chez vous au milieu de la nuit. Trevor. Ce devait être Trevor. Il correspondait parfaitement à cette description. À 22h30 ce soir-là, la voiture de Jason est revenue dans l'allée. Il n'était pas censé rentrer avant le matin. Mon cœur martelait ma poitrine alors que je le regardais déverrouiller la porte d'entrée et disparaître à l'intérieur. Madame Patterson m'a apporté du thé et des sandwichs, mais je ne pouvais pas manger. Elle s'est assise à côté de moi en silence, me tapotant de temps en temps la main avec ses doigts fins comme du papier. À 23h, une autre voiture est arrivée, une Honda argentée que je n'ai pas reconnue. Une femme en est sortie. Elle était plus jeune que moi, probablement dans la fin de la vingtaine, avec de longs cheveux auburn et une robe qui moulait sa silhouette. Elle s'est dirigée vers ma porte d'entrée comme si elle était chez elle, et Jason a ouvert avant qu'elle ne puisse frapper. La façon dont il l'a embrassée sur le seuil m'a soulevé le cœur, sa main dans le bas de son dos la guidant à l'intérieur, la porte se refermant derrière eux. « C'est Cassandra Reed », dit doucement Madame Patterson. Elle a emménagé dans le quartier il y a environ 4 mois. La maison bleue sur Willow Street. Elle fit une pause. Je l'ai vue ici 5 fois maintenant. Toujours quand vous êtes au travail ou absente. Je ne pouvais plus parler, ni respirer. La trahison était un poids physique qui m'écrasait la poitrine. 4 mois. Cela durait depuis 4 mois. J'ai essayé de me souvenir de ce que je faisais il y a 4 mois. C'était en juin. Nous étions partis en vacances sur la côte pour notre anniversaire. Jason avait été attentif et aimant, il m'avait fait l'amour sur la plage au coucher du soleil, pendant que je pleurais des larmes de joie. Avait-il déjà rencontré Cassandra à ce moment-là? Pensait-il à elle en me tenant dans ses bras? La nausée était accablante. Madame Patterson m'a tendu une poubelle, mais j'ai réussi à garder la soupe par pure force de volonté. Il y a plus, dit-elle doucement. Cet homme dont je vous ai parlé, celui avec le SUV. Je l'ai vu lui parler une fois. Ils se sont rencontrés au café sur Main Street il y a environ 3 semaines, ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Ils semblaient se connaître, à l'aise. Alors, ils se connaissaient tous. Ce n'était pas juste une liaison de Jason. C'était coordonné, planifié. Mais ce n'est pas tout, continua Madame Patterson, sa voix grave. Continuez de regarder. J'ai passé les heures suivantes dans un brouillard d'incrédulité et d'appréhension grandissante. À travers la fenêtre, je pouvais voir des lumières se déplacer dans ma maison, l'endroit où je pensais construire une vie, où j'avais accroché des tableaux, peint les murs et planté des jardins. Chaque souvenir semblait maintenant contaminé. Vers 21h, je les ai vus à travers la fenêtre de la cuisine, Jason préparait le dîner, Cassandra mettait la table. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec l'aisance d'une longue familiarité, comme s'ils avaient répété cette danse une centaine de fois. Elle utilisait ma vaisselle, buvait dans mes verres à vin, était assise sur ma chaise. J'ai besoin de savoir quelque chose, ai-je dit à Madame Patterson. De votre chambre, à l'étage, pouvez-vous voir dans mon salon? Mieux que d'ici? Elle hocha la tête. L'angle est plus clair. Vous voulez monter? Nous avons monté lentement ces escaliers, son arthrite rendant le trajet de plusieurs minutes. Sa chambre était bien rangée et sentait la lavande et les vieux livres. La fenêtre donnait directement sur ma maison, offrant une vue imprenable sur le salon à travers nos grandes fenêtres avant. Je pouvais les voir clairement maintenant, Jason et Cassandra sur le canapé, dînant sur des plateaux repas. Elle riait de quelque chose qu'il disait. Il s'est penché et a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille avec une telle tendresse que j'ai eu envie de crier. C'était l'homme qui m'avait tenu dans ses bras aux funérailles de ma grand-mère, qui avait promis de m'aimer et de me chérir jusqu'à la mort, qui m'avait regardé dans les yeux le jour de notre mariage et avait juré fidélité. Comment le supportez-vous, ai-je demandé à Madame Patterson. Comment avez-vous survécu à la liaison de votre mari? Elle resta silencieuse un long moment. Je n'ai pas survécu. Pas vraiment. Pas comme vous l'entendez. Je suis resté, parce que le divorce n'était pas courant à mon époque, parce que j'avais 3 enfants et aucune compétence professionnelle. Mais je suis morte un peu ce jour-là, quand je l'ai découvert. La femme que j'étais avant, elle n'est jamais revenue. Son honnêteté était brutale et appréciée. Regrettez-vous d'être resté? Chaque jour. Elle me regarda avec une détermination féroce. Mais vous n'êtes pas moi. Vous êtes jeune. Vous avez une carrière.
Vous avez hérité de cette maison, donc vous n'êtes pas piégé. Vous avez des choix que je n'avais pas, promettez-moi que vous vous choisirez, cette fois. Je le promets, ai-je dit. À 23h45, j'ai vérifié ma montre pour la 100e fois. Les lumières étaient toujours allumées en bas. Je pouvais voir du mouvement à travers les fenêtres. Ils étaient passés au salon. Jason avait ouvert une autre bouteille de vin. Cassandra était blottie contre lui sur mon canapé, son bras autour de ses épaules. L'intimité de la scène était atroce. Bientôt minuit, murmura Madame Patterson. Mon téléphone pesait lourd dans ma poche. Une partie de moi voulait foncer là-bas, maintenant, pour les confronter, pour crier, pleurer et exiger des réponses. Mais l'avertissement énigmatique de Madame Patterson me maintenait en place. Attendez jusqu'à minuit. Il y avait autre chose, quelque chose que je devais voir. À 23h58, une autre voiture s'est garée. Un SUV noir que j'ai reconnu immédiatement. La voiture de mon beau-frère. Le mari d'Amanda, Trevor. Le monde a basculé. Ma vision s'est brouillée. Ce n'était pas possible. Pas Trevor. Pas le Trevor d'Amanda. Ils avaient 2 enfants ensemble. Emma avait 7 ans, Jackson en avait 4. Des enfants adorables qui m'appelaient Tante Joyce, me faisaient des dessins et me demandaient quand ils pourraient venir dormir à la maison. Qu'est-ce que ai-je commencé, mais la main de Madame Patterson s'est resserrée sur mon bras. Trevor est sorti de la voiture. Il portait une bouteille de vin et arborait un sourire que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, confiant, prédateur. Il s'est dirigé vers ma porte. Jason a ouvert immédiatement, le saluant d'une poignée de main qui s'est transformée en une accolade à un bras. Cassandra est apparue derrière Jason, et Trevor l'a embrassé sur la joue comme s'ils étaient de vieux amis. Tous les 3 ont disparu à l'intérieur de ma maison, ensemble. Le monde a basculé. Ce n'était pas juste une liaison. C'était tout autre chose, quelque chose de bien pire. J'ai attrapé mon téléphone, mes mains tremblant si fort que j'ai à peine pu le déverrouiller. J'ai cherché le numéro d'Amanda, prête à l'appeler pour lui dire ce que son mari faisait. Mais Madame Patterson m'a arrêté. Vérifiez d'abord votre système de sécurité, a-t-elle dit. Vous avez installé des caméras l'année dernière, n'est-ce pas? En effet. Après une vague de cambriolage dans le quartier, j'avais installé un système complet avec des caméras couvrant chaque pièce, sauf les salles de bain et les chambres. J'avais presque oublié, ne vérifiant que rarement l'application puisque rien ne se passait jamais. J'ai ouvert l'application. Le flux en direct montrait mon salon. Jason, Cassandra et Trevor étaient assis sur mon canapé, buvant du vin et riant. Le son était coupé, mais leur langage corporel criait l'intimité. La main de Cassandra sur la cuisse de Trevor, le bras de Jason autour de ses épaules. J'ai parcouru les enregistrements archivés avec des doigts tremblants, remontant sur plusieurs semaines. Les preuves étaient accablantes. Cela durait depuis des mois. Plusieurs nuits où je travaillais tard à l'agence de marketing où j'étais directrice de compte senior. Des après-midi où je faisais les courses ou rendais visite à ma mère. Ma mère. Mon Dieu, je devais l'appeler, mais pas encore. Elle avait assez de problèmes de santé sans que j'en rajoute. Sa tension artérielle était déjà dangereusement élevée, cette nouvelle pourrait littéralement la tuer. J'ai continué à regarder les enregistrements, documentant tout méthodiquement. Le 15 juillet, Trevor et Jason se rencontrant dans mon salon à 2h du matin. Le 3 août, Cassandra et Trevor à ma table de salle à manger, dans mon bureau avec un ordinateur portable. Le bureau était juste à côté du salon, clairement visible sur la caméra de sécurité. Le 21 août, tous les 3 buvant du champagne dans ma cuisine, portant un toast à quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Mais c'était pire qu'une simple infidélité. En regardant, des schémas ont émergé, des documents financiers étalés sur ma table de salle à manger. Mon ordinateur portable ouvert, sans mot de passe. Trevor pointant l'écran pendant que Jason prenait des notes. J'ai reconnu ces documents, ils venaient de mes comptes. Mon héritage de grand-mère. Le portefeuille d'investissement que mon père avait mis en place pour moi avant de mourir. Numéro de compte, mot de passe, tout. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. Il me vole. La pièce a tourné. Madame Patterson m'a guidé vers une chaise avant que je ne tombe. J'ai continué à faire défiler, remontant plus loin. Il y a 2 mois, j'ai trouvé des images de Trevor, seul dans ma maison, dans mon bureau,
photographiant chaque document de mon classeur. Jason lui avait donné l'accès, l'avait laissé entrer pendant que j'étais chez ma mère, l'aidant à se remettre d'une opération du genou. C'était un voyage de 4 jours. J'étais resté avec maman 24 heures sur 24, car elle ne pouvait pas monter seule les escaliers de sa chambre. J'avais appelé Jason tous les soirs, et il semblait normal, disait qu'il s'ennuyait, demandait comment allait maman. Tout ça pendant que Trevor était dans notre maison, documentant systématiquement chaque aspect de ma vie financière. Il y a un mois, Cassandra sur mon ordinateur, installant quelque chose. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur le clavier. Professionnel, entraîné. Un logiciel espion, probablement. Cela expliquait comment ils avaient pu accéder à mes comptes protégés par mot de passe. J'ai trouvé des images de début septembre. C'était le jour où j'avais pris un jour de congé pour ce que je pensais être une intoxication alimentaire. J'avais passé toute la journée au lit, à peine consciente. Jason avait été si attentionné, m'apportant de l'eau et des craquelins, vérifiant ma température. Mais il y avait un vide de 2 heures dans l'après-midi où il était parti, disant qu'il devait aller chercher des médicaments à la pharmacie. Sur les images de sécurité, il n'est jamais parti. Il était resté dans la cuisine tout ce temps, et Cassandra était arrivée 10 minutes après que je me sois endormi. Ils avaient passé 90 minutes à ma table de salle à manger, avec mes documents financiers étalés autour d'eux. Il m'a probablement drogué, ai-je murmuré. La prise de conscience m'a frappé comme de l'eau glacée. Ce n'était pas une intoxication alimentaire. C'était quelque chose qu'il avait mis dans mon petit déjeuner pour me maintenir inconsciente pendant qu'il travaillait. Il y a 3 semaines, tous les 3 falsifiant ma signature sur des documents. Je pouvais voir les feuilles d'entraînement, les voir comparer les tentatives jusqu'à ce qu'ils réussissent. Trevor était étonnamment doué. Sa version de ma signature était presque identique à la mienne. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Amanda. Salut Serette, je prends des nouvelles. Trevor a dit que tu pourrais monter ce week-end. Il a mentionné que Jason lui avait parlé de ta visite. Tout va bien? Le message m'a poignardé. Trevor avait dit à Amanda que je pourrais venir ce week-end, pas cette semaine. Jason n'avait pas parlé à Trevor de mon prétendu voyage à Portland, car Trevor savait déjà que c'était faux, ce qui signifiait que le mari d'Amanda la trompait activement tout en conspirant avec mon mari. Amanda et moi avions toujours été proches. Notre mère était décédée quand nous étions adolescentes, d'un cancer des ovaires qui l'avait emporté trop vite. Nous n'avions plus que l'une l'autre après ça. Elle avait 3 ans de plus, m'avait protégé pendant le lycée, avait été ma demoiselle d'honneur à mon mariage. C'est elle qui m'avait présenté Trevor, lors d'une fête d'entreprise il y a 6 ans. Il semblait parfait pour elle, un emploi stable dans la finance, bon avec les enfants, il disait toutes les bonnes choses sur le fait de vouloir une famille. Il s'était marié 1 an plus tard, avait eu Emma 10 mois après. C'est moi qui lui avais présenté Jason. En fait, il était infirmier aux urgences où j'avais emmené Amanda après qu'elle se soit cassé la cheville. Il s'était tout de suite bien entendu. Les doubles rendez-vous étaient faciles et amusants. Les réunions de famille avec les 2 couples. Les vacances ensemble. Nous parlions de vieillir ensemble, que nos enfants seraient cousins et meilleurs amis. Tout cela n'était qu'un mensonge. J'ai appelé Amanda. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix chaude et endormie. Joyce? Il est minuit chez toi, non? Tu vas bien? Est-ce que Trevor est à la maison? Silence. Puis, prudemment, il a dit qu'il avait une conférence d'affaires à Seattle. Il est parti ce matin. Pourquoi? Amanda, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Trevor n'est pas à Seattle. Il est dans ma maison, en ce moment, avec Jason et une autre femme. Il me vole mon argent, et j'ai des preuves vidéo de tout. Le son qu'elle a produit était un mélange de hoquets et de sanglots. Quoi? Je lui ai envoyé des captures d'écran des images de sécurité, j'ai regardé de mon côté pendant qu'elle les recevait, j'ai entendu sa respiration changer. Je regarde mon compte en banque, a-t-elle dit après un long moment. Sa voix était devenue plate. Il manque de l'argent. Beaucoup d'argent. Mon Dieu, Joyce, dit Amanda, comment n'ai-je rien remarqué? Au moins 50 000 que je peux voir pour l'instant. Je suis encore en train de tout vérifier. Nous avions toutes les 2 été aveugles, trop confiantes, trop à l'aise dans nos mariages pour voir ce qui se passait juste sous nos yeux.
Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à tenir le téléphone. Je l'ai mis sur haut-parleur et l'ai posé sur la table basse de Madame Patterson. Quand cela a-t-il commencé à disparaître, ai-je demandé. J'entendais le bruit d'un clavier en arrière-plan. Amanda parcourait ses comptes systématiquement. De petits virements, depuis 8 mois. 500 par-ci, 1000 par-là. Rien d'assez gros pour déclencher des alertes ou me faire douter. Ils l'ont fait lentement, méthodiquement. 8 mois. Ce complot durait depuis près d'1 an, avant même que Cassandra n'emménage dans le quartier pour se rapprocher de leur opération. Il y a plus, dit Amanda, et je pouvais entendre des larmes dans sa voix. Une nouvelle carte de crédit que je n'ai pas ouverte. Un solde de 15 000 €. Toutes des dépenses que je n'ai jamais faites. J'appelle la police, ai-je dit. Attends, la voix d'Amanda s'est faite plus tranchante. Envoie-moi tout ce que tu as. Chaque vidéo, chaque capture d'écran. J'appelle d'abord mon avocat. Trevor travaillait dans la finance. S'il avait falsifié des documents et volé sur des comptes, nous devions nous assurer que le dossier juridique était blindé avant qu'il ne sache que nous savions. Elle avait raison. Son avocat, Marcus Webb, était un requin. Je l'avais rencontré à quelques fêtes. Il s'occupait des contrats commerciaux d'Amanda quand elle avait lancé son cabinet de conseil. Si quelqu'un pouvait transformer ses preuves en accusations criminelles, c'était bien lui. J'appelle aussi mon avocate, ai-je dit. Rachel Kim s'était occupée de la succession de ma grand-mère. Elle était minutieuse, impitoyable. Nous devons tout documenter avant qu'il ne puisse détruire les preuves. Madame Patterson m'a apporté son ordinateur portable. Il était vieux et lent, mais il fonctionnait. J'ai commencé à télécharger tous les fichiers vidéo de mon système de sécurité, en les organisant par date et par contenu, les preuves de l'entrée de Trevor seul dans la maison, les preuves de falsification de documents, les preuves de l'installation d'un logiciel par Cassandra sur mon ordinateur, les preuves de leur trio, planifiant et célébrant leur vol. À 2 heures du matin, j'avais tout organisé dans des dossiers. Amanda avait fait de même avec ses relevés financiers. Nous avons créé une chronologie du vol, en croisant les dates et les transactions. J'ai passé l'heure suivante à transférer des preuves, pendant que Madame Patterson préparait du café et offrait un soutien silencieux. Amanda était au téléphone avec son avocat, puis avec le mien. À 3 heures du matin, nous avions un plan. Rachel Kim était furieuse en voyant les preuves. C'est du vol d'identité, de la fraude électronique, de la falsification et un complot, a-t-elle dit, sa voix nette malgré l'heure tardive. Je dépose des ordonnances de protection d'urgence dès la première heure demain matin. Nous allons geler immédiatement tous les comptes joints, et je vais personnellement apporter ces preuves au bureau du procureur. Marcus Webb était tout aussi agressif. L'employeur de Trevor doit être mis au courant. Il a accès aux comptes des clients par son travail. S'il est prêt à voler sa propre famille, qui sait ce qu'il fait d'autre? Le ciel commençait à s'éclaircir quand nous avons enfin fini de nous coordonner. Amanda partait immédiatement, laissant Emma et Jackson avec la mère de Trevor. Nous n'avions pas encore dit à sa mère ce qui se passait. Cette conversation viendrait plus tard, après les arrestations. Tu iras bien jusqu'à ce que la police arrive, m'a demandé Amanda. J'ai regardé de l'autre côté de la rue, vers ma maison. Les lumières étaient toujours allumées. À travers la fenêtre, je pouvais voir du mouvement. Ils étaient toujours réveillés, célébrant toujours leur tromperie réussie. J'irai bien, ai-je dit. Madame Patterson est là avec moi. Je serai là à midi, a promis Amanda. Tiens bon jusque-là. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité de l'aube, dans le salon de Madame Patterson, à regarder ma maison. Mon mariage était terminé. La vie que j'avais construite était une fiction. Mais étrangement, je ne me sentais pas détruite. Je me sentais lucide, déterminé. Madame Patterson s'est assise à côté de moi, sa présence réconfortante. Quand Harold est mort, dit-elle doucement, j'ai réalisé que j'avais gaspillé 40 ans à être en colère contre lui, à être amère à cause de sa liaison. Je ne lui ai jamais pardonné, et cette colère a empoisonné tout ce que nous aurions pu sauver de bon. Elle me regarda avec des yeux sages et fatigués. Ne faites pas la même erreur. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Mais ne laissez pas la haine consumer votre vie. Obtenez justice, puis soyez libre. À 7 heures le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Maple Street, des voitures de police se sont garées devant ma maison.
J'étais toujours chez Madame Patterson, observant par la fenêtre les agents frapper à ma porte. Le détective Maurice m'avait appelé 20 minutes plus tôt pour me prévenir. Nous avons des mandats d'arrêt pour eux trois, avait-il dit. Fraude électronique, vol d'identité, complot en vue de commettre une fraude et falsification. Le procureur a accéléré le dossier en raison du montant de l'argent impliqué et de la sophistication de l'opération. Jason a ouvert en peignoir, la confusion se lisant clairement sur son visage. Cassandra est apparue derrière lui, portant un de mes peignoirs en soie. L'audace de la scène a fait monter la rage en moi. Trevor dormait probablement encore dans ma chambre d'amis. La confusion s'est transformée en panique lorsque les agents sont entrés dans la maison. Je les ai regardés les faire sortir tous les trois, menottés, j'ai regardé mes voisins sortir de leur maison en peignoir et en pyjama, attirés par l'agitation. Jennifer Harris, à 3 portes de là, se tenait sur sa pelouse, la bouche bée. La famille Caldwell, de l'autre côté de la rue, avait sorti ses téléphones et enregistrait. D'ici midi, tout cela serait sur le groupe Facebook du quartier. Mon téléphone a sonné. C'était le détective Maurice, de l'unité des crimes financiers. Madame Brennan, nous les avons en garde à vue. Nous avons également gelé tous les comptes présentant une activité suspecte. Vos avocats ont déjà déposé des ordonnances de protection d'urgence. Vous devez savoir que nous avons trouvé environ 247 000 € manquants sur vos comptes. Ils ont transféré de l'argent en petite quantité pendant des mois, en espérant que vous ne le remarqueriez pas. 250 000. Mon héritage, ma sécurité, presque disparu. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. C'était de l'argent que ma grand-mère avait économisé pendant des décennies, de l'argent que mon père avait investi avec soin avant de mourir, de l'argent qui devait être mon avenir, mon filet de sécurité, les fonds pour les études de mes enfants un jour. Il y a plus, a poursuivi le détective Maurice. Nous avons trouvé des preuves qu'il prévoyait d'en faire plus. Des documents pour une nouvelle hypothèque sur votre maison, des demandes de carte de crédit à votre nom. Ils allaient tout prendre et disparaître. Que voulez-vous dire, disparaître, ai-je demandé. Nous avons trouvé des billets d'avion sur l'ordinateur de Jason. 3 allées simples pour les îles Caïmans, datées du mois prochain. Il prévoyait de liquider tout ce que vous possédiez, d'utiliser au maximum toutes les lignes de crédit qu'il pourrait ouvrir à votre nom, et de fuir le pays. L'ampleur de la chose était stupéfiante. Ce n'était pas seulement du vol. C'était une destruction complète de ma vie. Si je n'avais pas senti que quelque chose n'allait pas, si Madame Patterson ne m'avait pas dit d'attendre et d'observer, je serais rentré de mon faux voyage pour trouver mes comptes vides et mon crédit détruit. Il aurait fallu des années pour prouver que je n'y étais pour rien, des années pour me reconstruire. Et l'argent d'Amanda, ai-je demandé. Nous sommes encore en train de calculer, mais il semble qu'ils aient pris environ 82 000 € de ses comptes au cours des 8 derniers mois. Son avocat dépose des plaintes séparément. Je me sentis mal. Amanda avait travaillé si dur pour créer son entreprise de conseil. Cet argent représentait des années de journées de 14 heures et de week-ends sacrifiés, des années à construire une clientèle et une réputation, tout cela volé par l'homme qui était censé l'aimer. Le détective Maurice a continué, nous avons également trouvé des preuves liant Cassandra Reed à des stratagèmes similaires dans 2 autres États. Elle a des mandats d'arrêt au Nevada et en Arizona, sous des noms différents. C'est ce qu'elle fait. Elle trouve des hommes ayant des problèmes d'argent et les aide à voler leurs femmes. Comment a-t-elle rencontré Jason et Trevor, ai-je demandé. Nous sommes encore en train de reconstituer le puzzle, mais il semble que Jason ait rencontré Trevor lors d'une conférence médicale il y a 2 ans. Trevor y représentait son entreprise. Ils avaient tous les deux des problèmes de jeu, de grosses dettes envers des personnes dangereuses. D'après les messages que nous avons trouvés, Cassandra les a approchés dans un casino de Las Vegas il y a environ 18 mois. Elle leur a proposé de les aider à résoudre leurs problèmes s'ils pouvaient lui donner accès à des fonds substantiels. Il leur a fallu 10 mois pour tout planifier, pour cartographier mes comptes et les actifs d'Amanda, pour trouver comment exécuter le vol sans éveiller les soupçons. Cassandra a emménagé dans mon quartier il y a 4 mois pour être proche de l'opération et accélérer les choses. Donc, nous n'avions pas été ciblés par hasard. Nous avions été sélectionnés, préparés. Les hommes que nous avions épousés nous avaient vendus pour se sauver de leur propre stupidité et de leurs vices. La sonnette a retenti chez Madame Patterson. Je me suis tendu, mais c'était juste Amanda. Elle avait conduit toute la nuit. Son visage était pâle et tiré, avec des cernes sombres sous les yeux. Elle avait laissé Emma et Jackson avec la mère de Trevor,
expliquant seulement qu'il y avait une urgence et qu'elle devait venir m'aider immédiatement. Nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre sur le porche de Madame Patterson et nous avons pleuré pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. J'ai senti la main de Madame Patterson sur mon épaule, ferme et chaude. L'enquête a révélé toute l'étendue de leur plan. La liaison avec Jason était un bonus, un moyen de le garder investi dans le complot. Les preuves étaient accablantes, enregistrements de sécurité, relevés financiers, documents falsifiés avec leurs empreintes digitales, et SMS décrivant tout le plan. Mon avocate, Rachel Kim, a été d'une efficacité redoutable. C'était des idiots, a-t-elle dit sans embâche lors d'une de nos réunions. Des idiots avides qui se croyaient plus malins qu'ils ne l'étaient. Le procès pénal a duré 8 mois. Jason, Trevor et Cassandra ont tous été condamnés à d'importantes peines de prison pour fraude électronique, vol d'identité, falsification et complot. Le juge n'a montré aucune sympathie, surtout lorsque les preuves ont révélé qu'il prévoyait de nous faire accuser, Amanda et moi, de malversation financière si nous avions commencé à poser des questions. J'ai récupéré la plupart de mon argent, bien que les frais de justice et le processus aient eu un coût. Amanda et moi avons toutes les deux demandé le divorce. Nous avons vendu ma maison sur Maple Street, incapables de supporter les souvenirs. Trop de choses avaient été violées entre ces murs. Madame Patterson est décédée au printemps suivant, paisiblement dans son sommeil. J'étais reconnaissante qu'elle ait vécu assez longtemps pour voir la justice rendue, pour savoir que sa décision de me dire la vérité nous avait sauvés, Amanda et moi, d'une ruine complète. J'ai hérité de sa roseraie et je l'ai transplantée dans ma nouvelle maison, de l'autre côté de la ville. Amanda et moi nous sommes rapprochés à travers ce cauchemar. Nous avions toutes les deux été trahis par les hommes en qui nous avions le plus confiance, toutes les deux ciblées par des gens qui ne nous voyaient que comme des comptes en banque à exploiter. Le traumatisme nous a liés d'une manière que les bons moments n'auraient jamais pu faire. J'ai lancé un blog sur l'abus financier et l'exploitation des personnes âgées, utilisant mon expérience pour aider d'autres à reconnaître les signes avant-coureurs. Amanda a trouvé un emploi dans une association à but non lucratif qui aide les victimes de fraude. Nous avons transformé notre douleur en une raison d'être, refusant de laisser ce qui s'était passé nous définir comme des victimes. 2 ans plus tard, j'ai rencontré Daniel lors d'une conférence sur la sensibilisation à la fraude. C'était un analyste financier spécialisé dans l'identification et la prévention du vol d'identité. Notre première conversation a duré 4 heures. Il connaissait mon histoire, avait lu mon blog, et m'a approché avec un respect sincère plutôt que de la pitié. Je ne cherche pas de relation, lui ai-je dit honnêtement autour d'un café. Je ne sais pas si je pourrais à nouveau faire confiance à quelqu'un de cette manière. C'est juste, a-t-il dit. Mais peut-être que nous pourrions d'abord être amis. Des amis qui comprennent que la confiance se gagne lentement, par de petites actions, au fil du temps. Nous y sommes allés doucement, très lentement. Il a rencontré Amanda avant même que nous ayons un vrai rendez-vous, se soumettant à son examen intense avec bonne humeur. Il a été patient avec mon hypervigilance concernant mes finances, ne me faisant jamais sentir folle de vérifier et revérifier mes comptes. 18 mois plus tard, avec l'approbation enthousiaste d'Amanda et la roseraie de Madame Patterson en fleurs dans mon jardin, Daniel m'a demandé en mariage. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, avec seulement nos amis et notre famille les plus proches. Pas de secret cette fois, pas de dette cachée ni d'arrière-pensée, juste 2 personnes qui avaient été échaudées par la confiance, et qui choisissaient prudemment d'essayer à nouveau. Amanda a aussi trouvé le bonheur, finalement, avec un gentil comptable nommé Grégory, qui n'avait même jamais eu d'excès de vitesse, et dont l'idée de la rébellion était d'acheter les grains de café haut de gamme au lieu de la marque du magasin. Ils ont pris les choses encore plus lentement que Daniel et moi, mais ils sont heureux maintenant, reconstruisant avec quelqu'un qui comprend le coût de la trahison. La date de libération de Jason est l'année prochaine. Trevor est sorti il y a 6 mois. J'ai des ordonnances restrictives contre 2, et il leur est interdit en permanence de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou d'Amanda. Cassandra a plaidé coupable et a témoigné contre 2, obtenant une peine réduite, et a déménagé en Californie après sa libération l'année dernière. Parfois, je passe devant l'ancienne maison sur Maple Street. Une jeune famille y vit maintenant, des enfants jouent dans le jardin où je plantais des tulipes chaque printemps. Je me demande s'ils ressentent l'écho de ce qui s'y est passé, ou si les maisons oublient les traumatismes, comme les gens aimeraient pouvoir le faire. Je pense encore à cette nuit. La main de Madame Patterson sur mon épaule, ses yeux tristes me disant d'attendre jusqu'à minuit. La façon dont mon monde s'est effondré, alors que je regardais mon mari accueillir le mari de ma sœur et sa prétendue maîtresse dans notre maison,
pour finaliser leur plan de me voler jusqu'au dernier sou. Mais je pense aussi à ce qui a suivi, la force qu'Amanda et moi avons trouvée l'une en l'autre, la façon dont nous avons refusé de laisser la trahison nous rendre amers ou fermés, le choix prudent et conscient de faire confiance à nouveau, non pas aveuglément, mais avec sagesse. Ma grand-mère m'a laissé cette maison, mais ce qu'elle m'a vraiment laissé, c'est la connaissance que la famille compte, que les femmes doivent veiller les unes sur les autres, que parfois, la seule façon de traverser les ténèbres est de les affronter de front. Madame Patterson m'a offert le même cadeau, alors qu'elle aurait pu garder le silence, alors que parler était inconfortable et difficile. Je rends l'appareil maintenant. Quand je vois des signes d'abus financiers ou de manipulation dans les histoires des autres, je prends la parole. Je suis la personne qui tend la main, qui dit « Attendez, regardons ça de plus près ». Je suis le serrement d'épaule dans le noir, la voix qui dit de faire confiance à son instinct quand quelque chose semble clocher. Parce que quelque chose n'allait pas dans ma maison. Je le sentais au plus profond de moi, même si je ne pouvais pas mettre de nom dessus. Et parce que j'ai écouté ce sentiment, parce que Madame Patterson a eu le courage de confirmer mes soupçons, j'ai survécu à la trahison au lieu de m'y noyer. La maison a peut-être été le lieu du crime, mais il ne s'agissait jamais vraiment du bâtiment. Il s'agissait de reprendre ma vie, mon autonomie, ma capacité à me faire confiance. Jason n'a pas seulement volé mon argent, il a essayé de voler mon sens de la réalité, ma confiance, mes propres perceptions. Il a échoué. Ils ont tous échoué. Amanda et moi sommes plus proches que jamais. Daniel et moi prévoyons d'acheter une maison ensemble l'année prochaine, une avec un grand jardin pour les roses de Madame Patterson, et peut-être, un jour, une balançoire pour les enfants que nous envisageons d'avoir. Je dors paisiblement maintenant. Plus besoin de vérifier et revérifier les serrures, plus besoin de sursauter à la moindre ombre. L'hypervigilance s'est estompée pour laisser place à une saine prudence, le traumatisme traité par la thérapie et le temps. Mais je n'oublierai jamais le sentiment d'observer, à travers la fenêtre de Madame Patterson, alors que minuit sonnait. De voir mon mari ouvrir la porte à mon beau-frère, de voir toutes les pièces du puzzle s'assembler, la clarté écœurante, la façon dont tout a soudain pris un sens horrible. Ce moment m'a détruite et m'a reconstruite. Je ne suis plus la femme que j'étais avant. Je suis plus forte maintenant, plus consciente, moins disposée à ignorer mes instincts pour préserver la paix. Je suis la femme qui affronte les dures vérités de front, qui documente tout, qui construit des dossiers au lieu de lancer des accusations. Et je suis la femme qui sait que minuit peut tout révéler, si vous êtes assez courageux pour rester éveillé et observer.